Sous les Alpes, des équipes perçant un couloir ferroviaire qui paraît impossible. Un tunnel géant avec un tube de base de 57,5 km entre la France et l'Italie, creusé sous 600 mètres de roche. Le chantier répond à un goulot d'étranglement ancien. Entre Lyon et Turin, les routes et une ligne ferroviaire du 19e siècle dictent encore le tempo avec leurs courbes, leurs rampes et des glissements de terrain qui bloquent le trafic, pendant que le fret continue de passer en camion. Pour renverser cette logique, le site mêle tirs de mines, béton et tunneliers de 10,4 mètres qui fonctionnent comme des usines mobiles, en assemblant le tunnel au fur et à mesure de l'avancement. Une fois en service, la liaison promet des trajets plus rapides, des charges plus importantes et moins d'émissions. Dans cette vidéo, on va voir comment tout ça se construit, pourquoi la géologie impose son rythme au calendrier et quelles pièces d'ingénierie rendent ce record possible. Entre Lyon et Turin, l'itinéraire le plus rapide reste encore celui de la surface, mais il n'existe qu'à une condition, contourner une muraille naturelle qui impose son rythme à la région depuis des siècles. Les Alpes imposent des rampes, des courbes et des goulets d'étranglement qui transforment toute liaison directe en exercice de patience, que ce soit sur la route ou sur le rail, et le paradoxe est évident. Deux économies majeures, voisines et politiquement intégrées, restent séparées par un obstacle physique qui renchérit le transport et plafonne la capacité. Dans la situation actuelle, la traversée par la route tourne autour de 4 heures, tandis que le trajet ferroviaire reste lui aussi long parce qu'il dépend d'une ligne du 19e siècle, conçue pour une époque où la priorité était simplement de franchir la montagne, même si cela impliquait de serpenter dans le relief et d'accepter des pentes trop fortes pour l'efficacité moderne. Cette limite pousse la logistique vers l'asphalte presque automatiquement et les chiffres deviennent un argument de chantier. Avec les Alpes au milieu, construire et exploiter une ferroviaire réellement compétitive a toujours été difficile, et c'est pour ça que l'essentiel du fret entre l'Italie et la France continue de passer par camion jusqu'à atteindre 92% du transport de marchandises. Le résultat se voit sur deux fronts qui s'additionnent. Le transport routier concentre les émissions et augmente la dépendance à des itinéraires vulnérables au climat, aux accidents et aux restrictions de circulation, tandis que la ligne ferroviaire existante travaille près de la limite physique de son tracé, sans marge pour devenir un corridor moderne à haute capacité. Et quand les glissements de terrain s'en mêlent, la fragilité apparaît encore plus clairement, comme lors de l'épisode de 2023 qui a interrompu la ligne pendant environ 1 an et demi. Un délai suffisant pour bousculer des chaînes d'approvisionnement et rappeler que la montagne garde la main sur l'horloge. La réponse choisie, c'est un changement de géométrie. Et tout commence par un concept qui simplifie le problème tout en le rendant plus radical. Le tunnel de base, au lieu de monter et de redescendre en suivant vallées et versants, traverse le massif au niveau le plus bas possible, comme une coupe rectiligne au pied de la montagne. Concrètement, cela permet aux voies de rester presque planes, de réduire l'effort de traction, la consommation d'énergie et les limites de charge, tout en raccourcissant le temps de parcours, puisqu'on élimine des courbes et des rampes qui obligent aujourd'hui les trains à ralentir et les flux de marchandises à se fragmenter. C'est là que le Mont-Cenis Base Tunnel devient la pièce centrale, avec 57,5 km de longueur et l'ambition de dépasser de justesse le record du Gotthard Base Tunnel. L'idée ne se résume pas à battre une marque de longueur parce que ce chiffre entraîne une conséquence opérationnelle immédiate. En réduisant le parcours ferroviaire entre Lyon et Turin, le temps estimé passe de 3h50 à 1h50, ce qui réorganise à la fois des choix simples, comme préférer la voiture ou le train, et des décisions logistiques plus complexes, comme faire circuler des trains plus longs et plus lourds avec une vraie prévisibilité. L'infrastructure est conçue avec 2 tubes parallèles, un par sens, et des rameaux transversaux, tous les 133 mètres pour l'évacuation et la maintenance. Les objectifs d'impact sont présentés comme un basculement d'équilibre, et ils expliquent pourquoi le projet dépasse largement l'échelle d'un chantier local. L'attente, c'est une répartition plus équilibrée des flux entre route et rail, avec une trajectoire vers un 50/50, et l'objectif de retirer environ 1 million de poids lourds par an des routes, tout en réduisant d'environ 1 million de tonnes de CO2 par an, avec une équivalence souvent présentée comme proche des émissions de 400 000 logements par an. Côté fret, la promesse se traduit en capacité. Des trains qui transportent aujourd'hui autour de 700 tonnes pourraient remonter jusqu'à 2000 tonnes, et pour les passagers, l'offre grimperait à 22 services longue distance par jour, bien au-dessus des 6 actuels. Le chantier s'insère dans un réseau plus large, et ça change la justification.
On ne parle plus seulement d'écourter un trajet, mais de combler une lacune à l'échelle du continent. La liaison s'intègre au corridor méditerranéen du réseau européen en améliorant les flux est-ouest, et le tunnel devient un tronçon critique parce qu'un goulet en montagne ne ralentit pas seulement des villes voisines, il retarde des chaînes logistiques qui traversent côté pays. La ligne complète associée au projet est présentée autour de 270 km, avec environ 70% en territoire français et 30% en territoire italien, et la partie transfrontalière concentre le noyau d'ingénierie le plus extrême, piloté par TELT, une structure publique franco-italienne sur une base 50-50, tandis que les segments vers les centres urbains additionnent des tunnels plus courts et des adaptations pour se raccorder au réseau existant. Derrière le mot « tunnel », ce qui se construit est bien plus vaste que l'image de deux longs tubes, et cela apparaît dans le décompte des galeries. La section transfrontalière totalise 162 km de tunnels et d'ouvrages souterrains quand on inclut les accès, les puits et les dérivations de sécurité, et une part importante de cet ensemble ne sert pas directement à faire passer des trains, mais reste indispensable pour qu'ils puissent circuler en sécurité. Le tunnel de base lui-même démarre du côté de Saint-Jean-de-Maurienne et se termine à Susa, avec 45 km sous le côté français et 12,5 km sous le côté italien, une répartition qui souligne le caractère binational tout en annonçant des différences de logistique, d'accès et de géologie d'un versant à l'autre. L'entrée française montre très bien à quel point un méga-projet dépend de décisions locales et de micro-choix techniques pour tenir une promesse macro. Avant le tronçon profond et continu, l'accès comprend une section en cut and cover, puis un segment d'environ 3 km traverse une géologie particulièrement délicate, avec une roche fracturée et des zones cisaillées qui exigent un contrôle très fin. À cet endroit, l'excavation revient à la méthode classique forage plus tir de mine, justement parce qu'elle permet de lire la tête de taille en permanence et d'ajuster immédiatement dès que le massif change. Une fois la roche franchie, un autre chantier commence à l'intérieur du chantier, parce qu'un tunnel brut n'est pas une infrastructure ferroviaire prête à l'emploi. La surface irrégulière laisse place à une phase de régularisation et de revêtement menée à un rythme quasi industriel, avec un portique conçu pour poser les membranes d'étanchéité, les armatures et le béton de finition, à une cadence annoncée autour de 10 mètres par jour, 5 jours par semaine, sur 3 km. Sur le tronçon où la géologie devient la plus instable, avec une roche fracturée et des zones cisaillées, l'excavation doit renoncer à l'idée d'un avancement continu et revenir à la méthode classique forage plus tir de mine, parce qu'elle permet de regarder la montagne en face et de réagir en temps réel à ce qui se révèle au front. La routine se déroule par cycles millimétrés. D'abord, des dizaines de trous sont forés selon un schéma circulaire, ensuite vient une détonation contrôlée, puis l'évacuation des déblais par camion, et enfin la stabilisation immédiate, avec des cintres métalliques, des boulons d'ancrage et une couche de béton projetée qui forme une coque protectrice suffisamment solide pour empêcher la roche de se déliter. À ce stade, le tunnel progresse comme une conquête, mètre après mètre. Quand le front cesse d'être seulement une excavation pour devenir une infrastructure, on bascule dans la phase qui transforme des parois brutes en couloirs ferroviaires définitifs, et c'est presque un chantier parallèle, avec son propre tempo, sa propre logistique et ses propres tolérances. Convertir un tunnel brut impose l'étanchéité et le revêtement structurel dans une séquence qui enchaîne membranes épaisses, armatures métalliques et bétonnage final, posés par tronçons courts, répétés comme sur une ligne de production. L'avancement se mesure en segments, avec des objectifs autour de 10 mètres par jour, 5 jours par semaine, et l'échelle devient déroutante. 3 km paraissent immenses quand chaque étape dépend d'un coffrage, d'un temps de cure, d'un contrôle, puis d'un repositionnement, alors que ce n'est qu'un fragment au regard de la longueur totale du corridor transfrontalier. L'eau, inévitable dans un massif alpin, reste un élément permanent du chantier tant que l'étanchéité n'est pas complètement en place, avec des infiltrations, des ruissellements et des flaques qui se déplacent au rythme de l'avancée. Plutôt que d'y voir uniquement une menace, l'exploitation traite cette humidité comme une donnée du milieu. On pompe ce qui devient excessif, et une partie des flux sert aussi à limiter la poussière, qui représente un risque concret pour la santé et la sécurité sur des excavations longues. Le cycle se referme avec le traitement et la réutilisation, parce que l'eau captée peut passer par des systèmes de process et revenir au front de taille. À mesure que le tunnel s'allonge sous la montagne, le chantier devient aussi une question d'hommes et de distance, puisqu'aucune progression n'existe sans une chaîne stable de transport, de support et de contrôle.
Aux phases de pointe, l'effectif mobilisé est estimé autour de 4000 personnes, réparties sur plusieurs points, et la vie souterraine impose des protocoles de comptage, de traçage et d'évacuation qui transforment chaque descente en opération industrielle. L'accès français du côté de Saint-Jean-de-Maurienne a vocation à jouer le rôle de portail, parce que c'est là que le dernier paysage de vallée bascule vers la plongée dans les tunnels d'accès, et parce que c'est là aussi que les infrastructures ferroviaires de surface doivent monter en puissance avec la perspective d'une gare internationale plus importante pour absorber les flux à venir. Le forage plus tir de mine, cependant, ne suffirait pas à couvrir les longues distances avec la cadence attendue, et c'est pour ça que le projet repose sur des tunneliers opérant sur plusieurs fronts, avec un plan qui prévoit jusqu'à 7 machines sur l'ensemble des excavations. La première référence majeure citée est le tunnelier Viviana, lancé en septembre 2025, destiné à ouvrir environ 9 km entre Saint-Martin-la-Porte et la Praz, un tronçon qui disposait déjà de tunnels d'accès aux deux extrémités et qui doit être raccordé avec une précision totale. La machine s'est présentée comme un équipement pour roche dure, avec un diamètre d'excavation autour de 10,4 mètres et une masse proche de 2000 tonnes. Et elle ne se contente pas de couper la roche avec ses molettes, elle organise l'extraction, la logistique interne et, lorsque le système l'exige, la pose du revêtement. Dans cette logique d'assemblage, le nombre de pièces devient une mesure indirecte de l'ampleur du projet, parce qu'un revêtement segmenté implique des milliers d'anneaux et chaque anneau se compose d'un ensemble de voussoirs en béton armé qui se répètent, sans interruption, sur des kilomètres. Le dispositif comprend une cabine de pilotage, des systèmes de guidage et des vérins hydrauliques qui poussent la machine vers l'avant en prenant appui sur le tunnel déjà construit, en alternant phase d'avancement et phase de montage dans un mouvement où la stabilité et l'alignement comptent davantage que la force brute. Au cœur du massif, le chantier ouvre aussi des volumes intérieurs gigantesques qui servent de base d'assemblage et de transition, avec des cavernes de plusieurs dizaines de mètres en hauteur et en largeur, creusées pour permettre le montage des machines et leur lancement sur des tronçons longs. C'est dans ces chambres que la technique bascule à nouveau, parce que certains tunneliers de type grippé, conçus pour la roche dure, avancent sans dépendre forcément du même schéma de revêtement segmenté. La géologie reste d'ailleurs le personnage principal, parce que même avec des sondages, des modèles et de la technologie moderne, l'intérieur du massif garde sa part de surprise et une mauvaise lecture peut signifier retard, risque et replanification. D'où l'existence de tunnels exploratoires percés des années à l'avance pour cartographier le terrain, avec la référence à l'un de ces ouvrages achevés en 2022. Et l'idée d'une traversée de dizaines de domaines géologiques, depuis des dépôts alluviaux près des portails jusqu'à des roches très anciennes en profondeur. Cette incertitude explique pourquoi le souterrain exige une discipline de sécurité constante, et pourquoi la profondeur pèse aussi sur le climat psychologique du chantier, avec des sections où il y a jusqu'à 600 mètres de roche au-dessus, et où la sensation d'être loin du monde rend encore plus cruciale la ventilation, la communication et les itinéraires de fuite. Et pour que le tunnel reste vivant, le projet intègre des puits verticaux de ventilation et d'urgence reliant la surface au souterrain, avec des ouvrages réalisés en perçant vers le bas et vers le haut, selon des techniques inspirées de l'exploitation minière. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce tunnel qui va raccourcir la liaison entre la France et l'Italie ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.